Bonjour, merci à tous. Donc, je suis Stéphane Schulz, fondateur de 15 Marches, une société de conseil. Aujourd'hui, je suis là surtout en tant que blogueur sur le blog 15marches.fr. Donc, j'ai invité de gauche à droite Taro Ungen, qui était jusqu'à il y a 15 jours au hub de la BPI, Gaël Musquet, dont vous avez peut-être vu la fonderie Car à l'extérieur et qui est hacker en résidence à la fonderie Île-de-France. Et puis, je ne sais pas s'il faut le présenter, mais Oussama Hamar, The Family, société d'investissement. Donc, je n'ai pas de retour ici. Donc, on est là aujourd'hui parce que j'ai été invité, un peu à ma grande surprise, par Web Today, suite à la publication de cet article de blog que j'ai appelé Ras-le-bol des startups. Et en fait, ce qui est un peu particulier quand on est blogueur, c'est qu'on n'est pas vraiment un auteur. En fait, on est une sorte de disjockey qui remixe des articles, en fait. C'est-à-dire, on voit des choses, on lit énormément de choses, on entend beaucoup de choses, et puis on essaye de les restituer pour apporter de la valeur. Et donc, il y avait un article parmi tous ceux que j'ai pu lire l'année dernière qui m'avait vraiment marqué. Je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est un article de David Heinemeier qui est, pour moi, un peu une icône. C'est l'auteur de Rework et Remote, donc deux livres un peu symptomatiques de la période. Et donc, il était invité, en fait, David était invité au Web Summit. Donc, on reparlera du Web Summit et des événements. Et en fait, il n'a pas pu venir, et donc il a publié sur Medium une tribune vraiment magistrale qui non seulement remet en cause en fait, le principe de ces événements, mais va beaucoup plus loin en disant finalement, est-ce que tout ça, tout ce mouvement en fait, qui pousse les gens à créer des startups et les startups à devenir des licornes ou à essayer de le devenir, à disrupter, à vouloir conquérir le monde, est-ce que tout ce vocabulaire même, c'est pas quelque part complètement fallacieux et est-ce qu'il ne faut pas sortir de ça? Est-ce que finalement, ce qui n'est pas important, c'est simplement de créer une entreprise, de s'occuper de ses clients et de bien faire son boulot? Donc ça, cette approche, en fait, m'a pas mal bouleversé parce que j'avoue que j'étais complètement fasciné aussi par ce monde et c'est vrai que c'est fascinant. C'est des gens qui communiquent extrêmement bien. Et moi-même, je me retrouvais finalement dans ce milieu-là. Et ça m'a rappelé, en fait, il y a 3 ans, en fait, un autre article qui s'appelait Ras-le-bol du collaboratif de Julien Bredfeld et qui m'avait fait à peu près la même claque. C'est-à-dire, Julien remettait en cause la hype, en fait, autour de la mode du collaboratif à toutes les sauces. Alors, depuis, évidemment, c'est des années de chien, hein, donc c'était il y a 2-3 ans, donc ça paraît très, très loin. Tout le monde est d'accord sur le fait que le collaboratif, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Mais en tout cas, ça m'avait marqué dans ce sens-là. Et je m'étais souvenu finalement d'un autre article. Alors, c'est pas un grand blogueur, mais c'est Stéphane Soumier, donc le journaliste de BFM, qui avait écrit « J'en peux plus des startups ». Il avait écrit ça au moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, à Le Web, il y avait Arnaud Montebourg qui était interviewé, et puis il avait dit une phrase un peu ambiguë qui avait tout de suite été reprise, qui était... On lui avait prêté les mots de il faut ralentir l'innovation finalement, c'est-à-dire il faut quelque part bloquer l'innovation pour permettre aux grands groupes de s'en sortir. Et du coup, il disait, mais finalement, Soumier, il disait, mais en fait, les grands groupes, ils tuent l'innovation, en fait, ils ne peuvent pas travailler avec des startups, ça ne marchera jamais. Et c'est pour ça qu'en début d'année, après l'article de David Heinemeier, j'ai vu l'article de Taro, ici, dénonce-toi, qui disait finalement ne me parlez plus d'open innovation. Donc moi, quand quelqu'un de la Banque publique d'investissement dit ne me parlez plus d'open innovation, j'ouvre grand mes oreilles. Et donc, qu'est-ce que dit Taro? Il dit finalement, il y a aussi une certaine hypocrisie en fait des relations entre grands groupes et startups. Et il y a surtout une incompréhension qui est que les grands groupes pensent que les startups vont leur apporter de la technologie, alors qu'en fait, ce dont elles ont besoin, c'est de croissance. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Donc je reviens à mon article. Quand on voit finalement, quand on est blogueur, quand on voit ces espèces de convergence des astres, on se dit finalement il y a peut-être quelque chose à faire. Et donc j'ai emprunté quelques formules, notamment celle sur les chatons, donc le fait que les startups, on les aime bien quand elles sont petites, mais il ne faut pas que ça grandisse, parce que quand ça grandit, en fait, on met en prison les fondateurs. Sur le fait que, on aime bien les startups quand elles sont françaises, mais si elles sont étrangères, on va les combattre et on va les empêcher de travailler. Et puis, plus globalement, en fait, toujours cette idée de hype, c'est-à-dire cette espèce de course à la communication,
dans lequel le gouvernement, alors c'est pas pour stigmatiser le gouvernement, mais tout le monde finalement, même les gens qui n'innovent pas particulièrement, vont essayer de croquer un morceau. Donc pour revenir à David, en fait, pour conclure sur David Ameyer, qui dit mais finalement, est-ce que tout ça est bien raisonnable et est-ce qu'on n'est pas dans une espèce de machination qui fait oublier les fondements même de l'entrepreneuriat? Donc quand vous êtes blogueur, vous balancez ça, vous avez plein d'autres choses à faire et puis vous regardez où ça retombe. Et puis donc il y a Soumier qui m'a retweeté, donc ça partait bien, c'est plutôt pas mal dans ces moments-là. Et puis ça a commencé à être repris, l'article a commencé à être repris sur des médias. Il y a quelques influenceurs qui ont commencé à en parler positivement. Ça a commencé à commenter. J'ai senti en fait qu'il y avait une sorte de parole qui se libérait autour de ces sujets-là, où les gens commençaient à l'interpréter de manière différente, mais c'était vraiment intéressant. Du coup, ça a été repris. On a commencé à me qualifier de sceptique. Voilà, il y a quelque chose qui sortait. L'article ensuite a été publié dans l'usine digitale, donc on va dire on commençait à toucher le cœur de cible des entreprises. Et puis, il y a aussi des influenceurs ou des influenceuses qui ont commencé à le reprendre. Et quand vous commencez à avoir 60 partages et 90 likes sur un post Facebook, ça commence à être pas mal. Et puis, donc, les gens ont commenté. Alors, je vous fais un peu le making-of. Les gens ont commenté, commencé à dire c'est bien, c'est pas bien, etc. Bon, je vous rassure, dans ces moments-là, on s'en prend aussi plein la figure. C'est-à-dire, il y a aussi quelqu'un qui a dit finalement, je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. Il faut être un singe pour applaudir, etc. Donc, bon, généralement, quand ça commence à marcher, les gens critiquent aussi. Et puis, il y a des sages, en fait, qui remettent un peu. Donc là, il y a le commentaire d'Olivier Ezrati qui, finalement, disait, mais OK, il faut tout, et est-ce qu'on n'est pas, finalement, sur une question de communication derrière tout ça? C'est-à-dire, est-ce que le problème, c'est pas simplement dans la communication, c'est-à-dire dans le bruit, pour reprendre le terme de David Ameyer, dans le bruit, est-ce que ce bruit médiatique, en fait, finalement, il ne cache pas l'essentiel, quoi. Donc, pour commencer, après cette longue introduction, moi, ce que je voudrais vous demander, en fait, c'est est-ce que vous ne pensez pas justement qu'on est allé un peu trop loin, en fait, et que si on reprend les courbes, comme les courbes de Gartner, en fait, sur la hype d'un sujet, est-ce que le sujet, finalement, des startups à tout crin, servi un peu à toutes les sauces, est-ce qu'on n'est pas allé un peu trop loin? Qui veut commencer? Commence bien. Génial. Alors, j'aime pas beaucoup ces façons de penser. Et je vais essayer d'être le plus court et le plus clair possible. Grand 1, est-ce qu'on a été trop loin dans la communication startup? Moi, j'aurais tendance à penser qu'de toute évidence, on n'a pas été assez loin. En 20 ans, on a produit Criteo et Blablacar. Dans le même temps, juste pour vous donner une petite piqûre de rappel, l'Afrique a produit plus de billions de dollars que l'Europe sur les 20 dernières années. Et pourtant, on continue, nous, à penser que l'Europe est à la pointe du monde. Donc qu'on le veuille ou non, l'Afrique a produit plus que la France, pardon. Donc, il y a deux choses qu'il ne faut pas confondre. La première, c'est la haine des startups, et la deuxième, c'est le startup washing. La haine des startups, c'est tous ces gens qui n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir venir dire « Ah, je vous l'avais bien dit ». Ah, je vous l'avais bien dit que tout ça n'était pas sérieux, mon bon monsieur. Nous, on est des galériens et on avait raison de galérer. Et tous ces gens-là qui viennent avec leur communication, leur façon d'être, etc., ils ne sont pas très sérieux. C'est un peu comme un conseiller de l'Élysée qui récemment me disait « J'en peux plus du Premier ministre canadien, c'est que de la com ». Et je lui ai répondu « Tu sais, nous, si déjà on avait de la com, on serait très heureux ». Donc ce truc français de dire « Il y a le fond ». Le fond, c'est sérieux, c'est important. Puis il y a la forme. Alors ça, la forme, c'est pas important. Ce qui compte, c'est le fond. Je me demande sur quelle planète ces gens vivent. Où sur Terre, il y a un type intéressant dans le fond qui ne travaille pas la forme. D'abord, on travaille la forme par politesse, on travaille la forme pour la rendre agréable, on travaille la forme pour la rendre intelligible, et on travaille la forme pour être séduisant. C'est un peu comme si un type allait dans un rendez-vous, cradingue, et disait à la femme avec qui il veut passer sa vie, tu sais, je me suis dit, il faut mieux te prévenir. Je préfère que tu me vois tout sale dès le premier rendez-vous. Comme ça, tu vois bien le fond. C'est absurde. Ça n'a aucun sens. Maintenant, à l'autre bout du spectre, il y a un problème qui est le startup washing. Alors, le type de Basecamp qui nous explique que
le monde des startups, c'est devenu n'importe quoi. C'est quand même un mec qui, dans le chapitre de WeWork, a dit qu'un salarié heureux, c'était un salarié qui avait une vue sur le jardin et que tout le monde dans le bureau WeWork, Rework, avait une vue sur le jardin. Donc venir se la jouer en mode moi je suis la discipline et le fondamental, on gagne notre vie, etc. C'est aussi des gens qui ont expliqué qu'il fallait lancer un projet tous les mois avant de se rendre compte qu'ils gagnaient tellement d'argent avec Basecamp que en fait, mine de rien, c'est pas mal d'être focus en fait et de ne faire que Basecamp. Donc c'est facile de venir, de prendre un phénomène, c'est facile d'être contrarian, c'est plus dur de bâtir une pensée légitime sur un sujet. Et maintenant, sur le startup washing, à l'inverse, il y a un autre sujet, c'est qu'en France, on n'a pas très bien compris les startups, parce qu'il y a un moment, les startups, c'était le bac à sable, le crocodile, le machin, le truc, toutes ces expressions qu'on entend en ce moment. Mais c'est l'idée toute bête de dire, de toute façon, la société française n'a jamais, en fait, adopté ce phénomène startup. Elle l'a justement adopté dans la forme et non pas dans le fond. Et que justement, parce qu'on a eu la BPI qui nous a expliqué qu'il fallait investir dans tous les projets, parce qu'on a eu les accélérateurs qui ont laissé les grands groupes venir sélectionner les projets. Moi, je suis désolé, quand on est dans un monde où on laisse les grands groupes décider ce qui est une bonne ou une mauvaise start-up en France, quand on voit le nombre d'accélérateurs corporate, nous, on a une blague à The Family, c'est de dire, c'est comme laisser des prépubères expliquer à des puceaux comment faire. On ne laisse pas des gens qui sont biologiquement inaptes venir expliquer à des gens qui essaient de le faire pour la première fois comment faire. Et il est là le vrai sujet. Le sujet, ce n'est pas que les startups sont à la mode. Évidemment que les startups sont à la mode. C'est le phénomène le plus intéressant de l'histoire depuis l'ère industrielle. On est en train de changer de monde. Partout, des entreprises qui ne scalaient pas scalent. Partout, des gens passent de 0 à des milliards dans des temps très courts. Uber vient d'annoncer avoir dépassé le milliard de revenus juste à San Francisco. Ok, vous pouvez parler de bulles, ils lèvent plein d'argent, ils perdent de l'argent. Ils font 1 milliard de revenus à San Francisco. C'est-à-dire que le marché de San Francisco du taxi en 2008, c'était 208 millions. Aujourd'hui, c'est 1 milliard, ils l'ont multiplié par 5. Et il y a des gens qui sérieusement viennent dire c'est pas sérieux, c'est un modèle à lequel je ne crois pas. Laurent Grand-Guillaume est venu dire là, sur Twitter, on aurait dit une phrase ivre sortie de bar. Oui, le modèle de la Silicon Valley, j'y crois pas, c'est des multinationales qui lèvent des fonds. Ben, merci, mon vieux. Hein. Je ne sais pas quoi te dire. Hein. Et donc, si la critique du startup washing est simplement une excuse pour dire bah, vous savez, les startups, ça fait des années que je les déteste et j'ai enfin une bonne raison de les détester, bah, dans ce cas-là, ça ne m'intéresse pas. Si le startup washing, c'est de dire on ne fera pas des startups en étant autre chose que rigoureux, motivés, ambitieux, et que donc il y en aura plein qui échoueront en chemin, dans ce cas-là, ça m'intéresse comme critique et dans ce cas-là, on peut en parler. Ok, donc il faut parler après Oussama maintenant. Donc, je vais donner un peu mon point de vue d'agence publique et en même temps au niveau communautaire, parce que je m'occupe aussi d'OpenStreetMap France, qui est un projet de cartographie libre, qui est né dans la défiance. Donc c'est un phénomène qu'on retrouve souvent au niveau des startups ou des entrepreneurs qui se lancent. C'est parce qu'il y a un manque, c'est parce qu'il y a un marché, c'est parce qu'il y a un problème qui se lance, etc. Et notre retour, alors, je pourrais parler de la Fondrica et raconter quelques anecdotes justement sur l'approche de ces grands comptes à ce projet public, où on se dit, avant de parler de voitures connectées, ben nous, à l'agence, on va créer notre propre voiture et la prêter à des entrepreneurs, à des startups, à des boîtes qui ont envie de créer ou d'innover autour de la voiture, mais qui n'ont pas les moyens au début de pouvoir se payer la caisse qui va leur permettre de pouvoir toucher au moteur, toucher au toit, toucher aux pneus, toucher au pot d'échappement. Donc on est parti comme ça, et en allant justement chez ces grands comptes automobiles, je vous garantis qu'on a pris 1 an de retard. Cette voiture, on l'a fini par l'acheter d'occasion. On pensait se la faire prêter, donner ou mettre à disposition un parc presse, par exemple. Ça nous aurait déjà aidé. Mais rien. Et à côté de ça, on entendait ces grands comptes nous dire on a 700 startups référencées chez Intel et on fait de l'open innovation et on innove, etc. J'aurais dit ok, mais on a notre caisse là qui est hyper analogique et qu'on a rendue un peu plus intelligente, qu'on prête à des boîtes auxquelles vous ne répondez pas. On est juste à côté du pôle de compétitivité de la région, justement pour ces questions-là. Et là, pas de son, pas d'image. Et je suis encore au Web Today aujourd'hui, 17 juin 2016. J'ai pas de son, pas d'image de ces grands comptes automobiles français. Et en face de ça, vous avez Tesla, vous avez Toyota, vous avez Ford, vous avez un certain nombre de constructeurs automobiles étrangers, BMW,
qui nous ont vus à Buenos Aires, en Belgique, à Paris, à Chambourcy, qui nous disent c'est vraiment pas mal ce que vous faites. Nous, on aimerait prêter et mettre à disposition nos voitures ou faire des prix intéressants pour ces voitures et mettre à disposition ces véhicules à des startups. Et me connaissant en tant qu'open source évangéliste, open data évangéliste, etc., m'ont dit nous, on a déjà une brique libre pour pouvoir commencer à hacker et à attaquer ce véhicule-là. Et pour nous, c'est vraiment la pierre angulaire en fait, de l'innovation et de l'open innovation. C'est ces 4 piliers, open source, donc logiciel libre, données libres, standards libres et données libres, et matériel libre, pardon. C'est vraiment la base. Et malheureusement, j'en reçois énormément. Je vois énormément d'entreprises, j'en ai croisé encore, qui essaient de monter leur boîte et qui essaient de travailler, à qui on n'a pas expliqué ce que c'était que l'open innovation et qui du coup prêtent le flanc justement à l'open innovation washing ou au startup washing, parce que dans ces grands comptes, chez ces grands comptes, alors on parle de l'automobile, mais je pourrais vous prendre le milieu de l'énergie, je pourrais vous prendre le milieu des télécoms, où les fondamentaux techniques ne sont pas inculqués, les fondamentaux industriels ne sont pas inculqués. Quand vous dites en conf que le moteur principal de puissance aujourd'hui de Google, de puissance de Beurre, de puissance d'Amazon, de Facebook, c'est bien de critiquer les GAFA, mais ce sont des entreprises qui ont compris que le logiciel libre était vraiment un moteur de croissance, de création de richesse, et que ça coquinait, et que de récupérer des leaders communautaires, de récupérer du logiciel libre, de mettre en forge sur GitHub tous les outils qu'ils utilisent en prod, pour que derrière, d'autres petites entreprises puissent les récupérer et créer de la richesse, etc. Ça, c'est le fondement de l'innovation, de la disruption, de l'uberisation, tout ce que vous voulez. Vous l'appelez comme vous voulez. On dit plein de gros mots à tort et à travers. Le pilier de cette industrie, c'est le logiciel libre. On ne peut pas faire sans. Sans ça, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de voiture connectée, il n'y a pas de Beurre, il n'y a pas de Facebook, il n'y a pas de Tesla. Et croiser des élus, je vous garantis, croiser des élus, et je suis d'accord avec toi sur startup washing, où je l'entends, tout ça n'est pas bien sérieux. Mais aussi l'inverse, où au sortir d'un hackathon vendu par une superbe agence de com, l'élu pense qu'à la fin du week-end, il aura le futur Facebook, le futur Twitter, c'est pas sérieux. Amen. C'est pas sérieux. Et donc, moi, je repasse derrière en tant que collectivité, en tant que région, et on leur explique. On arrive avec la voiture, on leur dit déjà commencer à animer. Et souvent, malheureusement, ces collectivités-là, je prends le cas de l'Île-de-France, hors Île-de-France, c'est pour ça que j'adore venir hors sortie de l'Île-de-France. Pour moi, la région idéale, c'est la Guadeloupe, vous comprendrez pourquoi. Expliquer aux élus que tout ne se passe pas en Île-de-France. Même si on a 40% du budget des régions, même si c'est le produit intérieur brut de la Hollande, il y a un rapport signal-bruit qui est énorme, qui est très mauvais en Île-de-France. Il y a beaucoup d'événements, beaucoup de choses se passent, beaucoup d'incubateurs, beaucoup de grosses sociétés. Allez à Rouen, allez au Havre, allez dans les Ardennes, allez à Marseille, allez à Pointe-à-Pitre, parler de numérique, montrer ce qui se fait et voir un peu comment ces entrepreneurs, en fonction de la complexité de leur territoire, innovent, comment ils tiennent compte de la difficulté qu'ils ont sur leur territoire et accompagner les élus en leur disant ça ne sert à rien de courir après l'Île-de-France. Déjà, consolide ton écosystème numérique déjà sur ton territoire. Repère qui sont les développeurs PHP, repère qui sont les communautés OpenStreetMap, repère qui fait du Java. Et fédère toutes ces personnes-là dans une association. Commence déjà par là. Parce qu'il n'y a pas que les startups, heureusement, pour structurer l'innovation dans ce pays. Il y a aussi des associations, il y a des communautés, et souvent, tout part de là. Et ensuite, on bâtira une stratégie industrielle de l'animation communautaire, de l'animation numérique. Et ensuite, on commencera à parler de start-up. Donc, c'est vraiment, c'est un message que je porte ici, s'il y a des élus dans la salle ou des personnes d'autres régions. Commencez déjà par faire des assos, commencez par vous réunir, commencez à aller boire des coups ensemble. Et ensuite, tout le reste viendra tout seul. Ouais, alors... Je vais sur la première question qui était sur est-ce qu'on est allé trop loin ou pas. Je serais assez bref parce que je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. En fait, c'est comme si tu nous disais est-ce qu'il vaut mieux mettre la lumière sur l'ancien monde versus le nouveau monde. Et moi, je trouve que le nouveau monde est beaucoup plus enthousiasmant. Et à ce jeu-là, honnêtement, on est en storytelling, etc. On est très très loin des Américains. Enfin, je ne sais pas si vous écoutez de la musique, mais l'inventeur du blues, la légende, c'est qu'il aurait vendu son âme au diable pour avoir les accords du blues.
Et c'est des histoires comme ça là-bas qu'on raconte et ça choque personne. Ici, on a pas mal de problèmes avec le storytelling. Et je pense qu'on a encore vachement de chemin à parcourir là-dessus. Sur le startup washing, je sais pas s'il y a des corporates dans la salle. Non. Dénoncez-vous. Est-ce qu'il y a des entreprises dans la salle? Il est bien, Steven. On est tranquille. Toi, tu en as vu combien en fait? Ouais, j'en ai vu pas mal. J'en ai vu, je sais pas, plus de 200 comex de grandes boîtes françaises, un peu de l'économie traditionnelle entre guillemets. Et la conviction, j'ai pas passé beaucoup de temps à le faire. Je suis resté 18 mois à la BPI, mais la conviction que j'en ai tirée, et c'est pas forcément une conviction que j'avais au départ, c'est que probablement dans les années à venir, la moitié des grosses boîtes qu'on connaît du SBF 120 seront amenées à être remplacées par des boîtes qui sont en train d'être construites maintenant. Quand on regarde en fait Criteo, Blablacar et compagnie, il faut savoir que c'est des boîtes qui aujourd'hui ont la taille d'Air France, d'Europecar. C'est des boîtes qui sont devenues gigantesques. L'idée, c'est que si à l'avenir le volume de ces boîtes-là augmente, mécaniquement, les boîtes traditionnelles qui ont construit leur leadership sur ces 20 dernières années, 30 dernières années, ont vocation à se faire marginaliser. Ok, donc sur la communication, effectivement, on est d'accord. Moi, j'ai quand même noté quelque chose, c'est que j'avais un peu l'impression de jeter un pavé dans la mare quand même quand l'article est sorti. Du coup, ça a un peu libéré la parole. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une omerta, en fait, hein? Est-ce que c'est pas compliqué de parler de ces sujets-là? Alors vous, je sais que c'est pas le cas, puisque c'est pour ça que vous êtes là, d'ailleurs. Mais c'est quand même assez compliqué aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est assez même compliqué d'avoir une entreprise pour parler de ces sujets-là, une grande entreprise. Donc, est-ce que, comme dans tout bon exercice de psychanalyse et dans toute bonne croissance vers la maturité, est-ce qu'il ne faut pas commencer par libérer la parole et être capable, en fait, de... Effectivement, les mots sont importants. Hein. Tu me disais que maintenant, les gens, quand ils venaient te voir à BPI après l'article, ils avaient du mal à se présenter comme directeur d'Open Innovation. Donc, c'est sûr. Mais même au-delà de ça, je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas une omerta, en fait? Est-ce qu'on peut parler de ces sujets-là sans se griller? Parce qu'on est forcément lié peu ou prou avec une collectivité, un événement, un grand groupe qui est quelque part dans ce mouvement-là. Je pense que c'est le grand problème de la corruption. C'est que, en général, la corruption, c'est invisible. On ne se rend pas compte à quel point on a un cerveau qui est fabriqué biologiquement pour expliquer rétrospectivement les décisions qu'on a prises. Ça, d'ailleurs, vous voulez un exemple très simple qui, moi, est un exemple qui me fascine, c'est les photos. Quand on regarde une photo de soi d'il y a 20 ans, on se demande toujours qui nous a laissé nous habiller comme ça. Pourtant, au moment où la photo était prise, on pouvait marcher dans la rue et ça passait complètement inaperçu. C'est ça, quoi. Donc, si ça arrive dans la mode, et ce qui est génial, c'est que là, on a un indice extérieur objectif pour s'en rendre compte, c'est que ça arrive en fait dans tous les domaines. Ça arrive dans la morale, ça arrive dans l'économie, ça arrive dans les affaires. Donc aujourd'hui, c'est quoi la situation? Aujourd'hui, la situation, c'est que le venture capital en France et le financement ambitieux de l'innovation et les associations et l'open source, etc., on est structurellement sous-financé. Aujourd'hui, le financement, il vient d'une source centrale qui est toujours la même, qui est la source étatique. L'État est derrière à peu près toutes les initiatives sans exception. Je pense que, est-ce qu'il y a une autre société d'investissement en France que la The Family qui n'a pas pris d'argent public? Je me pose vraiment la question. Je ne pense pas. S'il y en a d'autres, je serais ravi de les rencontrer. On pourrait peut-être faire un club à deux. Donc, ça pose un problème tout bête, c'est que quand on a pris l'argent, eh ben, on est poli. Et quand on est poli, ben on est corrompu. Et c'est normal. Je veux dire, vous n'allez pas quand même cracher dans la soupe. Moi, j'ai la chance de pouvoir dire ce que je pense de ces sujets-là pour une raison simple, c'est que je ne dois rien à personne. Alors, le sujet de corruption le plus grave, c'est celui des startups early stage, et notamment de beaucoup de gens qui sont dans cette pièce, qui vont se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de travailler avec une startup ou pas, avec un grand groupe ou pas? Et en fait, c'est ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est que quand vous êtes au tout début de votre histoire, vous devez prendre une décision de chemin. Il existe un chemin dans lequel le progrès
a l'air réel et évident et qui finissent souvent dans une impasse qu'est d'aller faire du B2B. De toute façon, vous savez comment ça marche en France. Tout le monde veut démarrer le prochain Google et finir en web agency. Pourquoi? L'histoire, elle est simple. Bonjour, j'ai une super idée, je vais faire Google. Ah ouais, tu sais que ça va être compliqué, mon vieux. Ouais, mais j'y crois à fond. 18 mois de chômage plus tard. Bon, en fait, là, j'ai plus d'argent pour faire mon prochain Google. Finalement, je vais essayer de faire Yahoo. Ah, Yahoo, c'est encore trop. Bon, je suis prêt à faire votre site internet pour pas trop cher. Et comme ça va me permettre de développer mon produit. Et là, vous mettez le doigt dans l'engrenage et c'est fini. C'est pour ça qu'à peu près toutes les startups B2C qui ne marchent pas pivotent en B2B en France. Et c'est pour ça qu'à peu près toutes les startups B2B qui ne marchent pas pivotent en consulting. C'est ça, en fait, le sujet. Et donc, ça fait B2C, B2B, puis consulting. Et on finit tous en consultant à 2 balles parce qu'on ne veut pas dire « j'ai voulu créer le prochain Google, ça a foiré, eh ben, j'ai été rejoindre un mec qui, de toute évidence, était meilleur que moi ». Parce que ce n'est pas cette histoire qu'on veut dire. Cette histoire qu'on veut dire, c'est on est entrepreneur. Si vous regardez la durée moyenne d'un projet dans la vallée qui est de 18 mois, entre le moment de vie et le moment de mort, la durée moyenne d'un projet en France, 7 ans. Pourquoi? Parce que vous avez le chômage, puis les subventions, puis le consulting, puis la dépression nerveuse. C'est ça le cycle. Et ce cycle est un cycle de corruption parce que vous ne voulez pas admettre, en tant que start-up, que parce qu'on est dans un écosystème qui n'est pas mature, le taux de réussite est juste beaucoup moins élevé. Vous devez juste vous dire qu'à un moment donné, quand vous essayez, et je pense que tout le monde devrait essayer, parce qu'on ne sait jamais d'où viendra le prochain entrepreneur, mais qu'il y a des facteurs externes, qu'il y a de la chance, qu'il y a de l'endogénité, qu'il y a de l'exogénité, qu'il y a un nombre de choses tellement improbables qui fait que quand vous avez raté, vous ne devez surtout pas vous raconter l'histoire qu'en fait, vous avez un peu réussi quand même. D'ailleurs, nous, un de nos boulots les plus durs à The Family, c'est de voir tous ces gens prendre un mur et de dire non, mais en fait, je n'ai pas vraiment pris un mur, c'est un petit bleu, c'est pas grave, en fait, je vais passer sur le côté en passant un contrat avec Orange ou je sais pas quoi. Est-ce que ça veut dire que les grands groupes n'ont pas un rôle à jouer dans l'innovation? Je pense que si, évidemment. Il faut être complètement taré pour être dans un pays où il y a combien de pourcents du PIB dans les grands groupes et dire non, surtout pas, il ne faut pas qu'elles interviennent. Mais par contre, il faut les rappeler à leurs responsabilités. Et comment ça marche une relation grand groupe start-up efficace, saine? C'est une relation de surtraitance. Ce n'est pas une relation de sous-traitance. C'est quand les grands groupes disent moi j'ai un actif, je me sens branque, je ne sais pas trop comment l'utiliser, je vais le rendre disponible. C'est par exemple l'Apple Store. Apple dit je ne vais pas développer toutes les apps du monde, ben, je vous donne l'infrastructure pour pouvoir le faire. Cette relation plateforme-application est une relation saine. Et évidemment que dans ces cas-là, les grands groupes ont des avantages que les startups n'ont pas. Et ce qu'on attend en France, c'est par exemple ce que nous, on travaille avec beaucoup de grands groupes, on a une dizaine de retainers. Mais nous, on leur impose toujours 3 règles aux grands groupes. 1, on leur interdit de rencontrer nos startups, parce qu'il ne faut quand même pas déconner. 2, on leur dit qu'on est là. On n'est pas là pour coller des gommettes, on n'est pas là pour faire de la com, donc on ne communiquera pas sur le fait qu'on travaille ensemble, donc on ne fera pas de l'open innovation machin, mais qu'on prendra leur plan stratégique et leur comex, et on passe en comex, on passe avec le patron et on remet en cause sa vision stratégique. Il est d'accord avec notre analyse, on continue à travailler, il n'est pas d'accord avec notre analyse, en général on se fait virer, on n'a pas trop besoin de démissionner. Et 3e point, si tout ce process a abouti à quelque chose, alors on fait de l'alignement stratégique. On fait de l'alignement stratégique de risque parce que dans le monde de l'entrepreneuriat, la seule chose qui paye, c'est l'alignement du risque. Si pour vous, c'est toute votre vie et qu'en face, c'est juste une anecdote pour que le mec puisse dire à son patron « T'inquiète, ce sujet est maîtrisé, j'ai vu une petite start-up avec des petits jeunes, ils assurent ben », vous êtes sûr, vous êtes foutu en fait. Parce que déjà, vous ne serez pas dans le même horizon de temps. Pour vous, rapide, ça veut dire la semaine. Pour eux, ça veut dire 6 mois. Donc, vous aurez tout le temps de mourir dans d'atroces souffrances pendant que le type se réveille en disant « Ah oui, c'est vrai, tiens, il y a cette start-up dont je dois m'occuper. » Donc, faites attention à ce type de corruption. Faites attention aux décisions que vous prenez tôt et essayez de rester le plus pur et le plus neutre possible. Parce que dès qu'on commence à fréquenter le côté obscur, en général, on sombre dedans. Et c'est ce qui se passe dans ce pays. Il y a tellement de gens qui ont pris tellement d'argent et tellement d'avantages indus que maintenant, ils sont complètement bloqués et ils essaient de trouver des rationalisations complètement obscures et incompréhensibles. Vas-y, Gaël. Ça, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Il y a des gens qui ne sont pas polis, qui prennent l'argent et ensuite crachent dans la soupe. Crois-moi, depuis la région de France, j'en vois beaucoup qui sont spécialistes dans le montage de dossiers, qui montent le dossier, qui reçoivent l'argent et qui après font de super papiers dans la presse en disant que la France est bloquée, qu'on n'investit pas assez. Crois-moi, il y en a un paquet. Et voilà. Et je te rejoins là-dessus. C'est encore plus déprimant. Moi, j'ai accepté ton invitation, pas pour taper,
mais pour, comme Oussama, dire comment on fait, comment on sort de cette conf-là et comment on fait après. En tant que collectivité, moi, je donne mon avis technicien, puisque je suis au niveau, je suis pas au niveau administratif, je suis pas la personne qui reçoit les dossiers, qui instruit les subs, etc. C'est pas mon métier. Il faut qu'il y ait des gens qui le fassent, il faut que la puissance publique intervienne dans l'intérêt général pour établir des équilibres, etc. La puissance publique a un rôle à jouer, ne serait-ce que pour la fourniture des infrastructures, les routes, les écoles, les murs, le chauffage. Tout ça, ça participe de la vie collective et on en a besoin. On a besoin de cet argent-là pour faire tourner les trains, le transport, etc. Ça, c'est la base du service public. Au-dessus de ça, je vais dans ces grands groupes-là avec une autre casquette, moi, qui est celle de la communauté ou celle de la collectivité. Et souvent, ce que je remarque, c'est que je passe donc voir ces dirigeants d'entreprise et qui me disent, on va prendre une start-up, on va aller voir des petites start-up là, qui vont nous faire un petit truc, et puis vous allez faire quoi? Vous allez faire des portes ouvertes, piquer l'idée du gars et puis repartir avec. C'est pas ce qu'il faudrait faire dans l'idéal. Un challenge, un hackathon. Un challenge, un hackathon, voilà. Ça relève plus du brainstorming et du pompage d'idées qu'autre chose. Et je leur dis souvent, face aux problèmes qu'ils ont, je suis sûr qu'il y a un petit gars chez vous qui a la solution. Ah non, 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 je t'assure, ça fait 10 ans qu'on essaie de solutionner ce problème-là, etc. Et si j'ai un message à porter en tant que collectivité, c'est ça. C'est chez le grand groupe déjà, chez le grand compte, c'est déjà faire de l'introspection et de regarder en interne qui c'est qui développe, qui c'est, comment les gars font sur le terrain. Je vous garantis que dire à un PDG, un CEO, même un CTO, un DSI, c'est quand la dernière fois que tu as été dans un camion avec tes gars? Ils n'y ont jamais été. Ils ne savent pas ce que le gars vit sur le terrain, mais ils essaient de trouver une solution pour que le gars soit plus efficace sur le terrain, qu'il distribue mieux le courrier, qu'il soit toujours connecté, etc. Et je lui dis, tes gars ou tes nanas ont déjà la solution. Tu ne le sais pas, soit N+1 l'a bloqué, soit N+2 l'a bloqué, soit N+3 l'a bloqué, mais le gars a déjà la solution. Ta start-up, commence pas déjà par là. Commence déjà en interne à trouver la solution chez tes gars et chez Nana qui bossent pour toi. C'est ce que tu me disais en fait quand on échangeait. Tu me disais finalement ça sert à rien de nommer un chief innovation ou un chief digital. L'innovateur, le vrai innovateur, c'est la personne qui est sur le terrain. Il est déjà dans la boîte, c'est le fonctionnaire de et il va la se casser. Poste, et c'est ce qui m'est arrivé. Moi, j'étais fonctionnaire au ministère de l'écologie à Aix-en-Provence. Et je te disais juste avant ma péritonite, j'ai fait presque un bore-out, une tachycardie sinusale en 2012, parce que j'en avais marre. Je ne pouvais pas pousser de l'OpenStreetMap librement, aller faire des confs, aller aux États-Unis, expliquer ce qu'on avait fait sur l'humanitaire en Haïti et en quoi la France pourrait bénéficier de tout ça. J'en ai eu marre et je me suis cassé du ministère pour ça. Donc, et je n'ai pas monté de start-up, j'ai monté une association avec d'autres contributeurs d'OpenStreetMap qui s'appelle OpenStreetMap France. Mais voilà. Le gars, il va se casser, ou la nana va se casser, pas parce que tout va bien, mais c'est parce qu'il en a marre de voir qu'il n'arrive pas à solutionner le problème, et il va monter sa start-up, et il va monter, avant qu'il ait sa crise de nerfs, de consulting, etc., il va essayer de monter sa petite boîte pour solutionner ce problème-là, etc. Du côté du gars en interne, et je vous garantis, dans OpenStreetMap, c'est quelque chose que je fais souvent, je dis souvent au dirlo du gars, y a un gars chez toi qui est en train de déprimer, qui fait partie de ma communauté et qui a déjà la solution, mais il ne sait pas comment te le dire, il ne sait pas comment le faire. Donc moi, je vais servir de pare-feu. Il va le faire avec la casquette OpenStreetMap ou la casquette communautaire. Il va y aller en mode hacker. Et c'est pareil pour les constructeurs auto. Il y a plein de gars qui fabriquent des petites choses sympas, sauf qu'on sert de pare-feu. Et qu'une fois que l'incendie, ou en tout cas que la rancœur, ou que la bonne veine, ou la bonne idée de voir qui c'est qui pourrait être intrapreneur, ou que le nouveau mot d'intrapreneur arrive dans les oreilles de ces décideurs-là, qu'on nous on ait fait le boulot d'accompagnement pour soit exfiltrer le gars ou la nana, soit pour faire en sorte que dans l'entreprise en question, ces idées, ces initiatives, ces logiciels libres, ces données libres qu'il a produits en interne, puisse pousser et favoriser l'innovation en interne. Ça, c'est mon point de vue en tant qu'agent de collectivité et d'un point de vue technique. Ok, moi je dois donner un point de vue BPI, c'est ça? Non, mais... non, mais moi j'ai une question particulière par rapport à ça. C'est
dans l'article que tu as écrit sur Medium, tu disais en fait une des erreurs, au-delà de la forme et des questions de management et de logique, enfin on est d'accord, hein, tu vois, mais même si c'est les mauvaises pratiques, je pense qu'avec la maturité, ça va aller mieux. Toi, tu disais, il y a quelque chose de plus profond, c'est que les grands groupes vont voir les startups pour acheter de la technologie. Et que ça, c'était une erreur fondamentale, puisque la technologie, au contraire, c'est ce qu'il y a de plus accessible aujourd'hui. En fait, alors toi, tu parles du libre, mais même au-delà du libre, c'est ce qu'il y a de plus accessible. Donc, est-ce qu'on c'est pas plus profond que ça, en fait, le problème des relations entre les startups et les grands groupes? Ouais. En fait, après je peux me tromper, mais c'est la manière dont je vois les startups d'un œil extérieur, parce que j'ai jamais été entrepreneur et donc je suis pas insider sur ce sujet-là en particulier, mais moi la manière dont je vois les startups, c'est que leur asset principal, c'est leur potentiel de croissance, quoi. Dans les grands groupes, on a eu tendance à voir l'innovation comme la R&D. Et l'innovation, c'est pas tellement un truc qui est lié à la strat ni à la croissance, c'est un truc qui est relativement sorti de l'orga. D'ailleurs, quand on regarde les organigrammes, en fait, on se rend compte que l'innovation est quasiment jamais sous la stratégie ou sous les pôles d'influence des boîtes. Pardon ? C'est ça, c'est quelque chose un peu hors sol. Bah, on parlait de greenwashing tout à l'heure. Il y avait un peu ça. Il y avait des directions du développement durable qui étaient dans l'organigramme. On avait fait à la main. Là, on a mis une bulle. T'es à côté du directeur. Ouais, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, souvent, l'innovation, le directeur, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais le directeur de l'innovation est souvent aussi le directeur de la com, quoi. Donc je pense qu'il y a un problème là-dessus, sachant que l'innovation, c'est quand même le driver numéro 1 de la croissance. Mais on parle de boîtes qui ont eu tendance ces dernières années beaucoup plus à essayer de préserver leur business qu'à investir, à mettre du PNL à risque, etc., sur de la croissance. Et donc, la manière dont elles adressent les startups, c'est une manière d'externaliser cette capacité à prendre du risque, etc. Sauf que, évidemment, je pense qu'ils font complètement fausse route là-dessus. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu leur dis en fait aux 250? Alors, je ne sais pas si je peux le dire, mais combien sur les 250, tu penses qu'il y en a combien qui faisaient correctement? Je ne sais pas si on peut le dire. Après, c'est un truc humain et je vais me faire des ennemis, mais j'ai vu, je ne sais pas exactement, mais j'en ai vu 200, un peu plus de 200. Et sur les 200, je pense que j'ai trouvé, il y a peut-être 2 dirigeants que j'ai trouvé bons, honnêtement, sur ces sujets-là. Ok, donc si on veut les aider là aujourd'hui, bénévolement, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, si on reconstruit le truc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, demain matin, ils se lèvent, qu'est-ce qu'ils font? Ouais. Alors moi, un truc que j'ai identifié qui est un peu paradoxal, c'est que les grandes boîtes ont du mal enfin les dirigeants de grandes boîtes ont du mal à imposer leur vision de ce que c'est que leur futur métier dans 10 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Ils ont l'habitude de faire des plans strat, des trucs un peu bizarres qui sont très bottom-up ou qui sont très démocratiques. Et la démocratie dans les grandes boîtes, c'est pas toujours un truc qui est positif. Mais ils ont du mal à se projeter dans ce que c'est que leur métier dans 5 ans, dans 10 ans, et ils ont du mal à mettre du PNL à risque pour accomplir cette vision-là. Et moi, ce que je leur conseillerais, c'est de dire, vous mettez un fric monumental dans la R&D, dans des trucs qui, en fait, en termes de ROI, sont absolument ridicules. Prenez un pourcentage de ce budget R&D-là et foutez-le à triste dans des projets internes qui servent votre vision, quoi. Donc pas un incubateur avec 10 startups et puis quelques événements, quoi. C'est vraiment travailler l'interne, ce que tu disais aussi, Gaël. L'interne et l'externe, ce que je dis souvent aux dirigeants d'entreprise, ça va des TPE, PME aux grands comptes, hein, d'ailleurs, hein, on rencontre tout le monde. Repérer effectivement les talents. Je peux donner un très bon exemple, sans citer de marque, mais en citant une marque, je vais la citer, c'est Leroy Merlin. Vous ne pouvez pas imaginer, même pour nous en tant que région, à quel point ça peut être compliqué parfois de financer des projets. C'est-à-dire, au sein de la fonderie, au sein de l'agence, contacter les Leroy Merlin d'Île-de-France, par exemple, pour pouvoir être soutenu sur un projet, ça n'a pas forcément marché. J'étais voir le Leroy Merlin de Rouen, de Tourville-la-Rivière, donc en Normandie, pour pouvoir voir s'ils pouvaient nous équiper en matériel et pour qu'on puisse commencer à toucher, bidouiller, scier, percer, visser, découper, avoir le matériel sur place pour pouvoir faire les choses. La vraie vie, quoi. Exactement. Et
ils ont dit ok super, et en échange tu fais quoi? Je leur ai dit bah écoute, on te fait une cartopartie, on cartographie tout l'intérieur de ton magasin sur OpenStreetMap, la zone d'activité, comme ça c'est bénéf, tout le monde fait de l'open data, tout le monde a de l'open data pour localiser les arrêts de bus, les poteaux incendies pour les pompiers, etc. Et en fait cette boîte là, ce Leroy Merlin là et d'autres, hein, ce qui est génial c'est qu'ils viennent à l'agence, ils vont dans des incubateurs, les salariés sur leur temps de travail. C'est la fameuse légende urbaine du 20% de temps personnel de Google. Donner un jour, moi ce que j'ai fait au ministère, avant que je m'en aille, il y a un truc génial quand même qui a été possible, c'est que le ministère m'avait accordé 80% de mon temps, j'avais pris un congé, hein, donc congé sans solde, entre guillemets, ou enfin congé parental. Et j'étais à 80%, et en fait je cumulais ces 80%-là sur le mois. Donc en fait 5 jours par mois, d'Aix-en-Provence, je montais à Paris, je restais à la cantine et je bossais sur OpenStreetMap pour fédérer. La cantine Silicon Sentier. La cantine Silicon Sentier, feu Silicon Sentier. Et donc du coup, j'ai pu structurer ma communauté, structurer mon projet, rencontrer des gens, échanger, travailler sur le financement d'une communauté, etc. Et ce temps-là que j'ai pu prendre en congé, j'aurais voulu le prendre sur mon temps de travail puisque c'était un projet d'intérêt général. Je vois énormément d'entreprises aujourd'hui qui le donnent ou qui l'internalisent, c'est-à-dire qui donnent du temps à leurs salariés pour aller à des EV, c'est important, pour qu'ils soient speakers, pour qu'ils puissent y assister, qu'ils viennent au Web Today, qu'ils viennent voir ce qui se passe et qu'ils puissent y avoir ce frottement-là. Sans ce frottement, avec des menuisiers, avec des nanas ou des mecs de l'industrie automobile ou qui est salarié et qui est-ce qui vient ici sur son temps payé? Qui est salarié? Okay. Quand même, ça marche. Voilà. Bravo. Et ça, pour moi, c'est la clé. C'est la clé déjà pour pouvoir promouvoir des projets internes et que les gens aient des idées, qu'ils puissent se rencontrer, qu'ils puissent échanger. Ensuite, le salarié en lui-même, il faut qu'il soit curieux. Je pense que c'est le moteur. Je pense que les gens qui viennent chez toi, c'est parce qu'ils ont une curiosité. C'est quoi The Family? C'était quoi la BPI? C'est qui 15 mars? Il y a une curiosité en fait qu'il faut apprendre à cultiver, qu'il faut apprendre à avoir. J'ai reçu récemment les affaires maritimes à l'agence, à la fonderie. Pas parce qu'on était à la fonderie, mais parce qu'ils ont vu sur Twitter que j'étais en train de mettre en ligne le trafic fluvial sur le canal de la Villette et sur la Seine en open data. Des données qu'ils n'avaient pas eux. Et donc, par curiosité, ils sont venus à l'agence me demander « mais vous avez pris où ces données-là » Et je fais la même chose dans la voiture qui est à côté. Il y a des gens ici qui sont venus me voir sur ces questions-là. C'est un peu ça. Et comme c'est de l'open data, comme c'est du logiciel, c'est facile d'échanger. Il n'y a pas d'échange monétaire là-dessus, si ce n'est un transfert de compétences scientifiques et techniques sur les sujets. Ok, donc si je retiens bien, d'abord soigner en interne, donner les innovateurs sont dans l'entreprise. Ok, mais est-ce que c'est comme ça qu'on fait le prochain Google, Oussama? Je veux dire, est-ce que le prochain Google viendra de l'intérieur des entreprises? Il viendra autant de l'intérieur que de l'extérieur. C'est pas ça la question, en fait. Il n'y a pas de bonne méthode, il y a des bonnes boîtes. Moi, ce que je vois entre les différents clients qu'on a, les différents mandats qu'on prend, etc., il y a quand même une dichotomie énorme en France entre les sociétés où personne n'est responsable et il n'y a pas de leadership, et par exemple des sociétés incroyables comme Leroy Merlin, où je peux le dire très publiquement, nous on n'a jamais été aussi impressionnés par un COMEX. C'est-à-dire que tu rentres dans une pièce où les types sont au courant de tout, ils sont conscients de leurs problèmes, ils savent lesquels problèmes ils assument ou ils n'assument pas, et ils savent gérer leur résilience. Maintenant, la vérité, c'est qu'une entreprise, elle est là pour gérer sa résilience, qu'il y a deux façons de gérer sa résilience, c'est soit d'être obsédé par ses revenus passés, soit d'essayer de créer des relais de croissance et d'être obsédé par sa croissance en espérant que la croissance est suffisamment forte pour que tout ce qui ne va pas se cache sous le tapis en chemin. Il n'y a pas 36 milliards de solutions. Donc, est-ce que le monopole de l'innovation est un monopole start-up? Absolument pas. D'ailleurs, moi, j'ai tendance à penser que les start-up ne sont pas des agents d'innovation très efficaces. Les startups sont plutôt des agents de marché très efficaces. Moi, je trouve que l'open source fait un travail pour l'innovation bien plus réussi que celui des startups. Et c'est parce qu'il y a ce travail d'infrastructure que les startups peuvent naître. D'ailleurs, c'est pour ça que tous les entrepreneurs de la vallée qui se respectent, à un moment, rendent énormément la communauté open source, parce que c'est un peu leur service public à eux. C'est pas, maintenant, la question, c'est est-ce que les entrepreneurs ont besoin de faire de la R&D? Je pense pas.
Est-ce que les grands groupes ont besoin de faire autant de R&D? Je ne pense pas non plus. Est-ce que c'était une bonne idée de laisser notre recherche en France se faire sabrer, défoncer, être complètement administrisée et obsédée par une performance absurde? Non. Je veux dire, si vous regardez l'état de la R&D publique en France, aujourd'hui, les gens sont évalués au nombre d'articles qu'ils publient par an. On n'a jamais autant publié de conneries. Voilà. Donc, comme ça, quand on a une KPI, en général, elle s'améliore toujours. Mais c'est un manque, c'est une faillite collective, puisque, en fait, on veut absolument, en France, toujours sauver tout le monde. J'ai vécu, moi, une des expériences les plus amusantes, je trouve, de notre histoire. C'est quand, en octobre dernier, on a switché toutes nos vidéos en anglais. Donc, pour vous donner un chiffre, The Family, en octobre dernier, faisait 400 000 vues par mois sur YouTube. On a switché toutes nos vidéos en anglais. On a fait 80 000 vues le mois d'après. Et on a dû recevoir, je pense, 1200, 1300 emails d'insultes. Et les emails étaient toujours du même format. En français ou en anglais, les emails? En français. C'était toujours du même format. Je vous aimais, The Family, parce que je pensais que vous étiez là pour sauver la France. En fait, vous êtes des traîtres, vous nous avez trahis, on est super déçus. Et je me suis rendu compte qu'il y a eu un malentendu. Je me demande comment on peut en arriver à penser qu'une institution privée, qui est créée par 3 mecs dans mon salon, c'est ça, The Family, il y a en mars 2013, puisse avoir la prétention de changer un pays, de sauver un pays. Mais dans quelle planète on vit, en fait? L'ambition de The Family, c'est on prend 200 boîtes par an, et notre mission, c'est de faire que sur ces 200, il y en ait un maximum qui réussissent. C'est ça notre mission. Que ailleurs ça brûle, que ça soit tout flamme, etc., c'est pas notre responsabilité en tant qu'agent privé. Après, est-ce qu'on n'a pas une opinion en tant que citoyen? Si. Moi, je rêverais que l'État aille mieux. Mais que l'État aille pas bien ou pas, ou que l'État aille bien ou pas bien, nous, on gagnera de l'argent. Et parce qu'on gagnera de l'argent, on aura les moyens de faire que nos entreprises vont bien. Parce que nos entreprises vont bien, peut-être qu'un jour, on nous écoutera et on nous invitera. Mais en attendant, on n'a pas beaucoup de temps à perdre. Et ça, c'est le problème de la France. C'est pas que les gens soient compétents ou pas compétents. C'est pas que les dirigeants d'entreprise soient bons ou pas. De toute façon, tous les dirigeants d'entreprise qui sont pas bons vont finir par se faire virer. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est juste qu'on attendra toujours la dernière minute. On attendra que le groupe soit en faillite, en cata, en catastrophe, et on le fera. Mais la question, c'est pas... Le collectivisme absolu, ça ne fonctionne pas. Un écosystème sain, c'est un écosystème dans lequel plusieurs radicalités vivent en parallèle, développent leur modèle avec cohérence et finissent par grandir pour le bien commun. Ça ne fonctionne pas en étant bloqué en permanence et en disant « je ne peux pas faire quelque chose parce que les gens sont contre ». Alors maintenant, il faut quand même avoir cette idée en tête. L'innovation radicale, par définition, c'est l'affaire d'une minorité. Ce n'est jamais l'affaire d'une majorité. D'ailleurs, il n'y a qu'en France où on doute qu'un petit groupe de gens peut changer le monde, alors qu'empiriquement, il y a bien qu'un petit groupe de gens qui n'a jamais changé le monde. Donc ce n'est pas le sujet. Le sujet, il est tout simplement d'arrêter d'attendre des grandes institutions, des grandes organisations, des solutions qui ne viendront pas. Pourquoi en France, à chaque fois qu'un homme politique appelle une start-up pour visiter son putain d'entreprise, elle accepte? Pourquoi ? Parce que collectivement, dans cette salle, vous avez tous un putain de problème. Vous voulez faire plaisir à votre maman. Vous voulez absolument qu'on dise « Ah, regarde, il y a Hollande qui est venu. » Et puis, c'est un peu ce chef d'entreprise là de Tours ou je sais pas quoi, qui a eu 3 visites d'Hollande et 3 subventions refusées et qui va se plaindre dans la presse en disant « Je comprends pas, le président il vient me visiter 3 fois et mes subventions sont au truc. » Il aurait dû faire payer comme quand on va visiter... aller à Google ou autre à San Francisco, ils font payer en fait les visites. Oui, mais résultat, il y a peut-être un business model à monter là. Résultat, vous voyez bien qu'il y a un problème de mentalité. Qu'on reçoive les gouvernants parce qu'on a atteint une telle réussite, qu'on est un quasi-chef d'État, quand Frédéric Mazella reçoit Macron, il y a quelque chose d'intéressant à lui dire. Quand la start-up du coin reçoit un type qui vient serrer la main et en disant « Ah, c'est bien, bravo pour ce que vous faites », eh ben, c'est juste que vous n'avez aucun sens du focus et qu'un peu plus, vous finirez donc plus vite dans la tombe. C'est ce que Stéphane Soumier a appelé aller voir les startups comme on va au zoo. Je reboucle. Tu voulais conclure parce que ça m'intéresse juste sur la partie publique. Et c'est vrai que en fait, l'État évolue dans un truc qui est un peu bizarre vis-à-vis des startups. C'est que le principe sur lequel navigue l'État, c'est le principe d'égalité.
Et c'est un truc qui est hyper ancré dans notre ADN en France. Maintenant, quand il s'agit des startups, l'égalité, c'est un truc un peu paradoxal parce que on est quand même dans un monde où le nombre de gagnants et de super gagnants, et le nombre de gagnants est déjà ridicule et le nombre de super gagnants statistiquement est encore plus ridicule. Et j'en viens à un truc qui est assez important et je trouve qu'en fait les startups souvent manquent un peu de capacité de schizophrénie, quoi. C'est-à-dire en gros c'est bien d'accueillir Macron et Hollande dans ses bureaux si on a un intérêt à le faire, mais en tout cas, il ne faut pas se mentir sur les retombées qu'on aura suite à ce genre de trucs-là, quoi. Et d'ailleurs, ce que j'appelle les super gagnants, je ne sais pas si on s'appelle comme ça, mais généralement, c'est probablement pas ceux qui vont se précipiter à essayer d'avoir une visite d'Hollande ou de Macron. Donc moins de concours d'innovation, moins de selfies avec Macron et plus de boulot, de croissance, de contact. J'interviens un peu dans des écoles et cette défiance-là, c'est vrai qu'elle manque. OpenStreetMap est né dans la défiance. L'État ne mettait pas de données cartographiques à dispo, alors on crée une carte sur le web. C'est 2,5 millions de contributeurs aujourd'hui. L'État ou les sociétés qui font des encyclopédies ne les vendent trop cher ou ne mettent pas à jour, on crée Wikipédia, on crée Open Food Facts, on crée Firefox, on crée tout ce que vous voulez. Toutes ces structures-là sont nées dans la défiance souvent du politique ou d'une entreprise. Moi, si j'ai un message à apporter en tant que collectivité, la startup n'est pas forcément la solution. Et on le disait, il faut qu'on vienne vous voir pour ce que vous faites et pas pour ce que vous représentez, etc. Ce que vous faites. Vous avez tapé une voiture, vous l'avez hacké, ok, d'accord. Vous avez tapé un avion, un bateau, vous avez fait une mission humanitaire, ok. C'est parce que vous avez fait des choses qu'il faut qu'on vous reconnaisse dans vos assos, dans vos TPE, dans vos PME, et pourquoi pas dans vos startups, mais faites des choses. C'est un peu le message que je t'ai venu porter ici. Il faut faire. Arrêtez de parler un peu et puis commencer à faire et montrer ce qu'on a fait plutôt que ce qu'on aimerait faire. Je ne trouverai pas de meilleure conclusion. Merci beaucoup. Merci à vous.